Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc c'est la suite de la théorie de la firme. Comme promis, j'avais promis à certains que j'allais envoyer la théorie de l'agence. Et ce cours appartient aux théories modernes de la firme, c'est-à-dire où il considère la firme comme un nœud de contrat. Alors effectivement, donc on va aborder ce cours dans le cadre d'une approche contractuelle et en même temps dans le cadre d'une approche euh, par les coûts. D'accord? Et c'est la même chose que ce que nous avons vu avec la théorie des coûts de transaction, c'est-à-dire que c'était une approche contractuelle et puis une approche par les coûts. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, je vais au départ vous donner une idée sur la théorie d'agence. Comme ça, vous arriverez à mieux suivre avec moi. Et puis, on va reprendre on- avec plus de détails, plus ou moins de détails. On va reprendre ensemble les définitions, etc. D'accord? Mais pour l'instant, avant que je vous donne le plan, l'objectif du cours, ben, je vais essayer de vous donner grosso modo une idée. Alors, donc, la théorie d'agence, c'est quoi? La théorie d'agence, eh bien, c'est une théorie qui va étudier les rapports entre, ou là, les liens entre un donneur d'ordre et un exécutant. D'accord? Et dans ce cas-là, le donneur d'ordre et l'exécutant ont des intérêts divers. D'accord? Ont des intérêts carrément opposés. On va prendre des exemples tout à l'heure. Alors, on sait très bien que on sait très bien que la firme euh, vit dans un écosystème assez diversifié où elle a des acteurs, elle a des parties prenantes diverses, qu'elles soient internes ou externes. Elle traite avec, elle a des relations avec des fournisseurs, des clients, des créanciers, la banque, les employés, les actionnaires, l'assureur, le manager, etc. Et c'est cette coalition de groupes aux intérêts divers qui nous intéresse dans ce cours-là, puisque tous ces acteurs ont leurs propres intérêts. Certes, ils, euh, ils cohabitent dans un environnement ensemble, mais du fait de leurs intérêts qui divergent, eh bien, la théorie d'agence va essayer de répondre à cette problématique qui est de chercher un terrain d'entente, qui est chercher un terrain d'entente entre ces parties prenantes, d'accord? Chercher et trouver un compromis. Et ça, c'était la définition de Siert et Marx qui ont défini la firme comme étant une coalition de groupes aux intérêts divers cherchant des compromis. Alors, ces parties prenantes peuvent être d'ordre interne, comme elles peuvent être d'ordre externe. Donc, interne, on a par exemple des employés, un dirigeant et ses employés. Nous avons un dirigeant et ses actionnaires. Et puis, externe, nous avons par exemple les clients, les fournisseurs, les pouvoirs publics, etc. Alors, donc, on peut prendre quelques exemples de ces clients, enfin, de ces parties prenantes avec qui la firme travaille et qui ont des intérêts opposés. On a par exemple le dirigeant ou là l'entrepreneur ou là l'employeur et ses employés, c'est-à-dire que l'employeur aimerait bien, par exemple, diminuer ses charges et entre autres la masse salariale. D'accord? Il aimerait bien. Sauf que le salarié, c'est vraiment tout le contraire. Il aimerait bien maximiser son salaire, augmenter son salaire au maximum. Donc, vous voyez bien que là, les intérêts sont carrément opposés.
On a également le manager et l'actionnaire. C'est-à-dire que l'actionnaire, il a mis, son capital, il a mis des fonds et il veut être sûr, que son capital soit bien géré par une bonne personne puisque, l'actionnaire a l'argent, il peut financer, mais cependant, il il n'a peut-être pas les capacités de manager une équipe, de gérer une entreprise et cetera. Donc lui, il va fournir les fonds, d'accord? Il va s'engager financièrement et les actionnaires vont essayer d'élire, de choisir un bon dirigeant pour gérer leurs fonds et maximiser, leur profit, leurs dividendes. D'accord? Dans ce cas-là, on aura également un compromis entre les 2, puisque, le dirigeant aura pour vocation de maximiser bien sûr le profit tout autant que les actionnaires, sauf que là, le dirigeant, voudrait certainement réinvestir le profit de l'entreprise, alors que les actionnaires aimeraient tout le contraire. Ils aimeraient, plutôt que ce profit, soit partagé entre eux afin qu'ils puissent maximiser, leurs dividendes. Voilà, on peut avoir, d'autres exemples, heu, de relations où on a des intérêts divers, c'est-à-dire des relations entre le principal et son agent. Ou la relation entre le donneur d'ordre et l'exécutant, ce tout ça, ça s'appelle une relation d'agence, d'accord? C'est-à-dire que c'est une relation entre un principal qui va déléguer à un agent pour exécuter une tâche et des exemples de ce genre de liens, économiques sont nombreux. On peut citer entre autres, hem par exemple, la firme et ses clients, on peut avoir, l'assurance et l'assuré, on peut avoir, donc on avait dit l'employé et l'employeur, on peut avoir également le patient et la sécurité sociale, le patient et le médecin. Alors donc, pourquoi j'ai dit le patient et le médecin? Parce que, par exemple, le patient peut, s'il souffre de quelque chose, d'un symptôme, il peut et donc il va consulter chez le médecin. Et là, le patient, c'est pas un médecin, donc il il y a cette forme d'opportunisme qu'on avait vu, au cours des coûts de transaction. C'est-à-dire que le médecin, peut avoir, heu, ce côté un peu opportuniste et il va se dire que: «Tiens, je vais dissimuler quelques informations, je vais aggraver un peu la situation et dire que ça nécessite des interventions et cetera. Comme ça, au lieu de soutirer 2 000 4 000 dinars et ben, je vais lui prendre 2 000 000, 4 000 000, d'accord?» Et voilà, donc c'est juste pour vous faire comprendre que cette situation, là, cette relation d'agence, cette relation entre le principal et l'agent est une, relation qui est caractérisée heu, d'abord par des intérêts qui sont, divergents entre les 2 parties prenantes et deuxièmement, caractérisé par une asymétrie de l'information, c'est-à-dire que les 2 parties ne disposent pas de la même information et c'est tout à fait normal. On l'avait vu la dernière fois, lors, toujours, du cours, de transaction, la théorie des coûts de transaction. C'est-à-dire que, Herbert Simon, Herbert donc avec un H, Herbert Simon, ça s'écrit Simon, avait introduit la notion de rationalité limitée de l'individu, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas prévoir toutes les situations, il ne peut pas imaginer toutes les situations, il ne peut pas non plus parce qu'il ne peut pas détenir toutes les informations et on aura une situation, de contrat incomplet plus tard et cetera et c'est pour ça qu'on a cette forme d'opportunisme parce que chacun des 2 parties sait que, l'autre ne détient pas toute l'information.
il va essayer dans ce cas-là de détenir cette information et détenir une information, c'est détenir le pouvoir. Donc chacun va essayer de cacher l'information, de la dissimuler, de biaiser l'information. Chacun va essayer de manipuler l'information à pour son propre intérêt. Et donc c'est pour ça que la théorie d'agence, eh bien, elle aura pour objectif de garantir la transparence de l'information, de protéger, les intérêts des parties prenantes, tout en, essayant de trouver, un compromis, un terrain d'entente entre ces parties prenantes. Voilà, donc vous l'aurez compris, normalement, l'objectif de ce cours est de définir cette relation d'agence et puis de déterminer quels sont les coûts qui rentrent, en considération. Alors la théorie d'agence, c'est quoi? La théorie d'agence, c'est d'abord une relation, deuxièmement, c'est des coûts. Alors, ce qu'on va voir dans la relation d'agence, eh bien, c'est ces 2 notions de divergence d'intérêt et puis d'asymétrie de, l'information qu'on vient de citer. Et puis, on aura par la suite des coûts d'agence. Alors, les coûts d'agence, c'est quoi? C'est des coûts de surveillance, des coûts d'obligation, des coûts résiduels. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous, par exemple, autant qu'actionnaire, vous allez mettre en place un manager pour manager vos fonds, votre capital, votre argent, votre entreprise, eh bien, certainement que vous allez le surveiller, mais n'ayant pas toutes les capacités nécessaires pour le gérer et le surveiller, eh bien, vous allez mettre en place une cellule de suivi, une cellule de contrôle, une équipe d'audit, et tous ces gens-là, ben, vous allez les payer, d'accord? Donc, c'est des coûts de surveillance, c'est des coûts de monitoring. Là, je vérifie uniquement que j'ai pas perdu, l'enregistrement. Voilà, super. Alors, et puis on aura des coûts d'agence, d'ordre coût d'obligation. Coût d'obligation, là, ça concerne l'exécutant, d'accord? Par exemple, le dirigeant. Et là, le dirigeant, eh bien, et par exemple, il va s'engager à payer, un dédommagement en cas de dans le cas d'échou, là, dans le cas d'échec, si par exemple il échoue à sa mission, eh bien il va, dédommager son principal. On peut avoir également, des relations par exemple entre, l'employeur et l'employé. Donc, l'employeur, il est là, il va employer le travailleur, là, son collaborateur, mais, il doit vérifier la bonne exécution des tâches et là, il va mettre une équipe de surveillance et cetera, d'accord? Voilà, on aura également des coûts résiduels, là, c'est des coûts, où, par exemple, bah, qui sont difficilement mesurables. C'est-à-dire que, c'est des coûts de, mauvaise exécution du contrat ou bien mauvaise exécution, de la mission. Donc c'est-à-dire que l'agent aura mal accompli, sa mission envers son principal. Voilà, donc en gros, ce qu'on aura, donc la théorie d'agence, c'est une relation d'agence. Et puis, c'est des coûts d'agence. Alors, donc j'avais dit que, nous allons prendre, que j'allais vous donner une idée générale. Donc voilà, normalement, c'est fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est tout simple, ne faut pas paniquer non plus, hein. Alors, dans le plan, ce qu'on va voir, c'est, l'introduction, c'est-à-dire, l'historique un peu, les origines de la théorie d'agence, ses fondements, les problèmes auxquels elle est confrontée et heu, pour lesquels elle est venue résoudre. Donc, les mécanismes de cette résolution, comment elle va y parvenir, et puis une petite conclusion pour conclure ce cours. Alors, comment est venue cette théorie d'agence?
Eh bien, vous savez très bien que, au départ, depuis la fin, du siècle dernier, le système capitaliste a connu plusieurs évolutions. Parmi ces évolutions, il y a eu le développement d'entreprises du type managérial. Parce que, tout avant, il y avait pas ça. On avait, des entreprises, qu'on appelle de forme U, c'est-à-dire unitaires. Et progressivement, en essayant, de répondre aux besoins du marché des clients, eh bien, leurs frontières se sont élargies et on retrouvait des formes qu'on appelle grands thèmes multidivisionnaires. C'est-à-dire qu'on dit que les entreprises sont passées d'une forme grande U, heu à la forme M multidivisionnelle. Et cette forme-là, M, est caractérisée par la diffusion de l'actionnariat et la séparation des fonctions de propriété et de décision. Or, avant cela, c'est vrai que les entreprises sont caractérisées par la diffusion de l'actionnariat, mais il y avait un réel problème de séparation entre les fonctions de propriété et les fonctions de décision, d'où la naissance de la théorie d'agence. Et pour mieux illustrer ces situations, eh bien, je vais vous donner l'exemple qui ne vous est pas parlant, c'est sûr, mais que si vous recherchez sur internet, eh bien, vous allez le trouver. C'est le cas de l'empire de presse Maxwell. Mais avant cela, je tiens à préciser que la théorie d'agence est une théorie qui rentre dans le cadre de la gouvernance d'entreprise. Donc, c'est un cours assez important pour les gens qui vont se spécialiser plus tard en finance, etc. Vous allez vraiment retrouver cette théorie d'agent parce que au départ, l'économie était une économie toute simple que vous connaissez, que vous avez vu, qu'on a vu ensemble en S1. Et c'est cette théorie d'agence qui a carrément bouleversé cette réflexion et l'a financiarisée. Donc l'économie est passée, à une économie, on va dire financière, d'accord? Elle l'a complètement financiarisée. Donc la théorie d'agence a vraiment eu, cet impact considérable dans cette financiarisation de l'économie en justifiant de nouvelles pratiques autour, des contrats qu'elle doit protéger. Donc qu'elle devait protéger, c'était la valeur actionnariale. C'était la rémunération des dirigeants, en stock options, en titrisation des créances, etc. Eh bien, mais tout a commencé lorsque l'empire de presse Maxwell, donc c'est pas un empire, hein, mais on dit que, hein. Alors ça, c'était qui Maxwell? C'était un homme d'affaires qui, donc un grand investisseur qui n'hésitait pas à investir tout son argent, à acheter les grands bâtiments financiers, enfin, plein de les, les bâtiments de presse, etc., les journaux, enfin, un journal, les bâtiments de journal, etc. Et puis, j'ai dit que tout a commencé lorsque cet empire de presse, c'est-à-dire journalisme, etc. Maxwell se révéla après la mort suspecte de son fondateur en 1991, n'être qu'une escroquerie. Et dans ce cas-là, les politiques se saisirent du problème et la question, c'était comment assurer une transparence suffisante du gouvernement des entreprises financées par l'épargne publique via les marchés boursiers. Puisque leur faillite était en effet dévastatrice, notamment sur le financement des retraites de ces mêmes employés. En fait, c'est ça, c'était le fait il y avait pas une réelle séparation entre les fonctions du propriétaire et les fonctions de décision. Et c'est pourquoi il fallait mettre un peu d'ordre dans la liberté entrepreneuriale et dans l'opacité des directions d'entreprise. Et c'est là où est née la théorie d'agent. Donc, je m'explique.
Cet homme d'affaires, ce grand homme d'affaires de Rajel A'mal Hada, Maxwell, avait acheté, en fait, ce qui l'avait vraiment ruiné, ce qui lui a coûté la vie, c'est que il s'était acheté une maison d'édition américaine, Macmillan, au prix de 2 milliards 600 pour financer cet achat. Pour vous donner une idée, pour financer cet achat, Maxwell devait souscrire des emprunts auprès de 44 institutions, établissements financiers. Vous imaginez, il lui aurait fallu 44 44 banques, d'accord, باش يمول هذا الاستثمار تاعو. Donc vous imaginez un peu que c'était énorme et surtout que il tenait vraiment à garder cette image de lui, cette situation sociale. Le problème, c'est que une bulle financière avait éclaté vers les années 1980. Et qui dit une bulle éclate, eh bien, les taux d'intérêt avaient grimpé en flèche. Maxwell, qui avait fait de gros emprunts, avait essayé de maintenir son empire déjà dévoré par ses dettes et également soutenir le prix de ses actions qui s'étaient effondrées. Malheureusement, euh, il avait essayé de vendre ses actifs, etc., pour sauver ce qu'il pouvait sauver. Il a été même amené à puiser de plus en plus, donc l'erreur qu'il avait faite surtout, c'est qu'il avait puisé dans les fonds de pension de ses entreprises, alors que euh, jusque-là, bon, on ne va pas dire qu'il n'en avait pas le droit, mais quand on y revient, eh bien, il n'avait pas à le faire. Et c'est quand son endettement avait dépassé le milliard de dollars, donc c'était, pardon, excusez-moi, donc c'était l'automne 1991, et les banques lui avaient mis la pression pour qu'il rembourse l'argent prêté. Donc, vous imaginez un peu ce qu'il y a une crise, etc. Alors, dans ce cas-là, Maxwell avait été tellement physiquement, psychologiquement proche de l'effondrement. Il souffrait d'insomnie, de dépression, il avait un état de santé vraiment médiocre. Eh bien, on dit que il s'est suicidé, en fin de compte, on l'avait trouvé mort, du moins, sur son yacht. Et c'est là, principalement, que la théorie d'agence est venue étudier un peu cette asymétrie d'information et ces divergences d'intérêts pour séparer un peu les fonctions de propriété et les fonctions de décision. Et c'est là où la relation d'agence euh, s'interpelle entre l'employeur, enfin, entre le donneur d'ordre ou entre le principal et son agent pour essayer de faire la part des choses. Cette théorie d'agence s'attache également à déterminer les coûts de résolution de ces conflits et la définition la plus couramment utilisée, eh bien, ça va être celle de ces deux grands auteurs de la théorie d'agence qui sont Johnson et Menkling, eh bien, qui disent que nous définissons, alors écoutez bien, alors ils citent dans leur article Théorie de la firme, comportement des gestionnaires, des coûts d'agence et de la structure de propriété en 1976. Ils définissent cette relation d'agence. Ils disent que nous définissons une relation d'agence comme un contrat par lequel, alors, alors un contrat par lequel le principal, donc une ou plusieurs personnes, qui dit le principal, engage une autre personne dite agent pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d'un certain pouvoir de décision à l'agent. Voilà, donc vous l'aurez compris, la théorie d'agence, c'est un principal qui va déléguer
à son agent la réalisation d'une certaine tâche. Donc, l'étude des problèmes liés à cette relation d'agence a eu pour origine les interrogations d'Adam Smith. On retrouve donc toujours Adam Smith, donc, qui déjà en 1776 euh, s'était déjà pensé sur cette inefficacité des sociétés dont la direction était confiée à un agent non propriétaire. Et vous l'aurez compris, bien sûr, parce que euh, un agent ou un manager qui n'est pas propriétaire de l'entreprise ne peut pas réellement s'engager, enfin c'est rare quoi, qu'il s'engage corps et âme dans cette entreprise sans qu'il n'ait de réels intérêts. Et pour ne pas biaiser cette relation et pour préserver les relations de chacun de ces parties prenantes de l'entreprise, deux auteurs, Perl et Mins, montrent que la séparation entre la propriété et le contrôle, la gestion, conduit à une situation où la divergence des intérêts entre les propriétaires et des dirigeants est problématique. C'est pourquoi la théorie d'agence est venue pour séparer un peu, pour faire la séparation entre la propriété et la décision, ou bien le contrôle pour préserver les intérêts des deux parties. Alors, la théorie d'agence va reposer sur deux hypothèses comportementales. On aura les individus qui vont chercher à maximiser leurs utilités et on aura les individus qui sont susceptibles de tirer profit de l'incomplétude des contrats. Donc, deux individus qui vont chercher à maximiser leurs utilités, d'accord? Comme on avait vu, le salarié qui veut augmenter son salaire, alors que son employeur, c'est tout le contraire, il veut minimiser cette charge salariale. On aura des actionnaires qui veulent maximiser leurs dividendes, alors que le manager veut plutôt réinvestir ce profit. Alors que les actionnaires auraient préféré se partager ce profit entre eux. Voilà. Et puis, deuxièmement, nous aurons des individus qui sont susceptibles de tirer profit de l'incomplétude des contrats, c'est-à-dire, ils vont essayer de profiter de cette situation d'asymétrie de l'information. Ils vont essayer de manipuler l'information, ils vont essayer de cacher, de dissimuler cette information pour pouvoir en tirer profit plus tard. Donc, ils auront une tendance opportuniste. Johnson et Meckling vont définir donc cette relation d'agence. Donc, on reprend cette définition de Johnson et Meckling. Ils disent que c'est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes, donc le principal, engage une autre personne dite l'agent pour accomplir quelques services en leur nom, impliquant la délégation d'une partie de l'autorité de prise de décision à l'agent. Et ça a été cité dans leur article fondateur en 1976. Voilà, donc ce schéma qui va récapituler un peu cette problématique de la théorie d'agence. Donc, c'est de cette relation que c'est cette relation qui va engendrer une asymétrie d'information et une divergence. Alors, dans ce contexte d'asymétrie d'information et d'impossibilité de rédiger des contrats complets,
Johnson et Meckling vont identifier les conflits d'intérêts entre actionnaires et dirigeants. Ainsi, l'actionnaire peut perdre ses apports et le dirigeant peut perdre son emploi. C'est-à-dire que s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente et à collaborer ensemble, en cherchant chacun ses propres intérêts, eh bien, ils peuvent collaborer à essayer de préserver les apports de l'un et de l'autre. Ainsi, l'asymétrie de l'information est à l'origine de cette relation contractuelle, de cette relation de théorie d'agence. Alors, on retrouve ce schéma récapitulatif, c'est-à-dire que on aura une relation entre le principal, le donneur d'ordre, et l'agent qui est l'exécutant. C'est une relation de délégation de décision qui va engendrer une situation d'asymétrie d'information. Et cette asymétrie d'information, c'est-à-dire le fait que les deux parties ne détiennent pas les mêmes informations, que va en découler des coûts d'agence. Alors, c'est quoi ces coûts d'agence? C'est des coûts, donc des dépenses de surveillance du principal, c'est des dépenses de monitoring, de surveillance. C'est, par exemple, on aura le dirigeant qui va, heu, qui va essayer de surveiller le bon accomplissement des tâches des employés. Et donc, il va mettre en place, par exemple, un chef de service, un chef de département, et cetera, pour pouvoir mieux contrôler, mieux surveiller le travail. On aura, par exemple, des actionnaires qui vont essayer de surveiller, le dirigeant ou là, le manager qu'ils auraient mis en place, à travers soit une équipe de surveillance, de consulting ou là, une équipe d'audit. D'accord? Il va mettre en place des auditeurs pour s'assurer de la transparence de l'information, de, s'assurer que que l'information ne soit pas biaisée, qu'il y a pas de triche, voilà. Et puis, on aura des coûts supportés par l'agent. Ces coûts supportés par l'agent, c'est-à-dire que l'agent va, à son tour essayer de montrer sa bonne foi et peut-être, également, il va, payer dédommagement à son principal dans le cas, où il va échouer, dans sa mission. Et donc, de tout cela, eh bien, ça va engendrer des pertes résiduelles, c'est-à-dire, des pertes de visibilité, d'accord? Qui vont être difficilement, calculés, difficilement repris pour, dégager, la rentabilité de l'entreprise. Alors, bien sûr, l'objectif de cette théorie d'agence, serait, heu, d'amener les 2 parties prenantes sur un même terrain d'entente, c'est-à-dire que, hem l'objectif serait de trouver un mécanisme de gouvernance qui ferait, aligner, les intérêts d'une partie et de l'autre. L'idée, serait de, faire en sorte que, par exemple, le dirigeant ait les mêmes intérêts que ses actionnaires. Par exemple, qu'il aille dans la dans qu'ils aillent tous 2 dans la même vision de la chose. D'accord? Par exemple, essayer d'aligner la rémunération du dirigeant sur celle de l'actionnaire, puisque on sait très bien que l'actionnaire, voudrait, gagner plus d'argent, voudrait absolument augmenter, les prix de ses actions et que si le dirigeant a, une raison pour aligner ses intérêts à celle de ses actionnaires, eh bien, le problème ne se posera même plus. Alors,
Par exemple, donc Johnson et Meckling ont proposé, quelques, exemples, pour aligner ces intérêts. Eh bien, ils supposent que, donc ils se disent que comme les actionnaires, leur objectif, serait d'augmenter, le cours de leurs actions, eh bien, ce serait bien qu'ils arrivent à intégrer le dirigeant dans cette même réflexion. C'est-à-dire que, ils se disent que si le dirigeant achète des actions, il a droit d'acheter des actions, donc il aura tout intérêt à ce que les prix de ces actions augmentent fortement. Et pour cela, on peut supposer par exemple que qu'on donne aux dirigeants le droit d'acheter des actions dans le futur, c'est-à-dire par exemple dans 3 ans, on va lui donner le droit d'acheter des actions dans 3 ans à 10 euros, alors que actuellement ils sont à 8 euros. Eh bien, ce dirigeant aura tout intérêt à ce que le prix, bah, excusez-moi, hein, c'est la petite qui. Alors, où en étais-je? Voilà. Donc, je reprends un peu l'idée. J'avais dit que ça serait d'essayer d'aligner les intérêts du dirigeant à celles des actionnaires. Par exemple, s'il pouvait devenir actionnaire, eh ben, on va supposer qu'on va lui donner l'occasion d'acheter des actions dans le futur à 10 euros, alors qu'actuellement, ils sont à 8 euros. Eh bien, il va tout faire, il aura tout intérêt à ce que le cours des actions augmente forcément. Et on va supposer que d'ici 3 ans, eh bien, ils vont atteindre les 12 euros. Dans ce cas-là, ce dirigeant va pouvoir acheter des actions à 10 euros qui valent 12 euros. Voilà, donc vous voyez un peu, j'avais dit, ça rentre dans le cadre des mécanismes de gouvernance d'entreprise. Donc, c'est cette attribution d'actions au manager qui va permettre donc de limiter son opportunisme et d'aligner ses intérêts. Voilà. Alors, il y a d'autres mécanismes. Il y a par exemple la rémunération, c'est-à-dire au lieu qu'il est, bah, vous allez me dire c'est logique, mais bon, là, c'était il y a quelques années auparavant. Donc, au lieu que la rémunération soit fixe, puisque dans le temps elle était fixe, eh bien, il fallait penser à intégrer une rémunération qui varie selon le profit, etc. Qu'il y ait des primes, ce qu'on appelle des primes, ou là, ce qu'on appelle en économie financière ou en finance, c'est des stock options. D'accord? C'est quoi ces stock options? C'est des primes qu'on verse aux dirigeants pour les inciter à tout faire pour que l'entreprise prospère. Voilà, donc c'est des rémunérations qui vont inciter ce dirigeant à aligner ses intérêts et à réduire son état d'opportunisme. Voilà, je pense, avoir fait un peu le tour d'horizon de la théorie, d'agence. Alors, je pense que je vais, reprendre un peu pour un peu résumer, tout cela. Alors, ce qu'on avait dit, eh bien, c'est que les rapports entre donneurs d'ordre et exécutants, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé, la relation entre le principal et l'agent sont brouillés du fait qu'ils ne disposent pas des mêmes informations, que leurs intérêts soient opposés. Et c'est ce qui va créer des formes d'opportunisme. Deuxièmement, on avait dit que la gestion de ces relations entraîne des coûts.
des coûts, de monitoring, des coûts de surveillance et puis des coûts, d'incitation, de motivation. Et puis troisièmement, ce qu'on peut dire également, c'est que, cette relation d'agence est une relation entre 2 ou plusieurs individus dont, la situation de l'un va dépendre ou la dans la situation de l'un va dépendre de l'action engagée par l'autre. Alors, cette dernière phrase est très, très importante parce que c'est vraiment ce que nous avons vu, dans ce cours, enfin dans ce module depuis le début, dans cette économie managériale. Donc on n'a pas cessé de répéter qu'en économie managériale, en stratégie d'entreprise également, que cette stratégie d'entreprise, que ce soit envers ses concurrents, envers, ses fournisseurs, ses clients ou bien envers différentes parties prenantes puisque, l'entreprise Barnesch, elle n'a pas uniquement comme partie prenante clients, concurrents et fournisseurs, mais elle a également d'autres parties prenantes que nous venons de voir aujourd'hui. C'est les actionnaires, c'est les dirigeants, ce sont ses employés et donc, on avait dit que la situation, l'action de l'un va dépendre de l'action engagée par l'autre. Donc, on avait vu que la stratégie d'une entreprise dépendait de la stratégie de son concurrent. Et là, on vient de voir de manière générale, entre parties prenantes, que l'action de l'un va dépendre, la situation de l'un va dépendre de l'action engagée de l'autre. Donc, l'entreprise ne peut pas agir seule, elle agit en fonction. D'accord. Ben, voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de ce cours, de ce module. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous dis bonne révision et pour ceux qui se demandent si ce cours, heu, rentre, est à réviser, ben, je leur réponds que oui. عاد الcours يدخل l'examen. Il y a rien, مش فينا فيه والو, c'est pas grand chose, c'est un principal, c'est un agent, c'est des relations d'opportunisme, une asymétrie d'information. On a vu que, ceci engendre également des coûts, de surveillance, de monitoring, de surveillance de la bonne exécution. Ça engendre des coûts d'incitation, de motivation. On avait vu qui étaient, les auteurs, c'était, Johnson et Menkling. L'auteur de cette, rationalité limitée, c'était Herbert Simon. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas il y a pas c'est pas la mer à boire non plus, hein. Voilà, bonne révision et au plaisir de vous revoir.